La nuit parisienne tombait lentement sur l'avenue de Friedland. Et dans le silence pesant de son appartement, Nicolas Sarkozy contemplait les lumières qui scintillaient au loin. Depuis quelques années, il avait troqué l'agitation des palais de la République pour une vie plus discrète, partagée entre conférences internationales, rencontres diplomatiques privées et une tentative de normalité. Pourtant, malgré la façade publique qu'il s'efforçait de maintenir, l'ancien président se sentait souvent comme un roi déchu, observant son royaume de l'extérieur, réduit à n'être qu'un témoin de l'histoire qu'il avait autrefois contribué à écrire. Ce soir-là, son cœur battait plus lourdement que d'ordinaire. Ce n'était pas l'excitation d'un discours à préparer, ni l'angoisse d'une comparution devant la justice. Ces moments, il les avait déjà traversés. Et il savait s'y accoutumer. Non, c'était un pressentiment. Une ombre sourde qui s'était installée dans son esprit. Depuis quelques semaines, il percevait dans l'attitude de son épouse, Carla Bruni, une distance nouvelle, subtile, mais implacable. Elle n'était plus seulement l'artiste indépendante, la femme libre qui avait toujours revendiqué son autonomie. Elle était devenue une énigme. Sarkozy avait toujours eu l'instinct des fauves politiques, flairer les faiblesses d'un adversaire, sentir la menace avant qu'elle ne se matérialise. Cet instinct, il l'appliquait désormais à sa vie intime. Un sourire trop rapide, un téléphone retourné sur la table, une absence justifiée par un enregistrement en studio trop fréquent. Chaque détail, d'abord anodin, s'était transformé dans son esprit en pièce d'un puzzle douloureux. Il se rappelait les débuts, quand leur histoire avait semblé irréelle. Un président en exercice épousant une chanteuse et mannequin mondialement connue, la presse internationale s'en était délectée. Et lui, il y avait vu la preuve ultime de sa singularité. Leur amour était devenu un symbole, un conte de fées médiatisé, presque une revanche sur ses ennemis politiques. Pourtant, les contes, même les plus beaux, cachent parfois une fin amère. Il avait essayé de se convaincre que ses soupçons n'étaient que le fruit de sa jalousie. Après tout, Carla avait toujours été entourée d'artistes, de musiciens, d'hommes séduisants, charismatiques. Elle était une icône, et il savait qu'elle resterait toujours convoitée. Mais depuis peu, ses absences n'a cessé de se multiplier. Elle revenait parfois tard, fatiguée mais mystérieusement lumineuse, comme si une joie secrète l'habitait. Sarkozy, lui, n'avait plus cette lumière. Les années de lutte, de procès, de critiques incessantes avaient usé son énergie. Devant les caméras, il affichait encore ce sourire bravache, cette posture de combattant, mais dans l'intimité, il sentait son corps se fatiguer, sa voix se casser, son autorité s'effriter. La peur de ne plus être l'homme fort pesait sur lui. Et cette peur se doublait désormais d'une crainte encore plus intime, celle de perdre la femme qu'il aimait. Un soir d'hiver, alors qu'il rangeait distraitement quelques dossiers, son regard tomba sur une enveloppe glissée dans un livre. Elle contenait un mot manuscrit, délicat, parfumé, qui ne lui était pas destiné. « Merci pour hier, tu as réveillé en moi une partie que je croyais endormie. À très vite. » Aucun nom, aucune signature, mais les mots résonnaient comme une gifle. Il aurait pu se convaincre qu'il s'agissait d'un brouillon de chanson, d'un simple texte poétique. Mais son intuition ne lui laissait pas de répit. Cette enveloppe marquait la première fissure irréversible dans son univers conjugal. Dès lors, Sarkozy ne parvint plus à penser à autre chose. Lui qui avait toujours su se battre contre les adversaires politiques les plus redoutables se retrouvait démuni face à un ennemi invisible, le doute. Chaque appel manqué, chaque sourire absent, chaque silence entre eux devenait un indice. Il commença à observer, à noter mentalement les horaires, à comparer les justifications. Ses nuits se transformèrent en interrogatoires intérieurs où il passait en revue chaque geste de son épouse, chaque mot échappé. Mais plus il cherchait des preuves, plus il se sentait sombrer. Car dans cette quête de vérité, il perdait déjà quelque chose de précieux, la confiance, ciment fragile de toute relation amoureuse. Sarkozy se souvenait encore de leur mariage, de cette journée de février 2008 où il avait promis de l'aimer, de la protéger, de la chérir. Les années avaient passé, jalonnées de voyages officiels, de concerts, de moments volés à la frénésie médiatique. Ensemble, ils avaient construit une image publique d'un couple glamour et solide. Mais derrière les flashs, la réalité s'était faite plus rugueuse. Les ambitions politiques contrariées, les affaires judiciaires, les tensions médiatiques avaient fragilisé leur cocon. Lui, prisonnier de son passé présidentiel, et elle, en quête de liberté créatrice, semblaient parfois évoluer dans deux mondes parallèles. Un soir, incapable de supporter davantage l'angoisse, Sarkozy décida de confronter sa femme. Le dîner avait été silencieux, presque mécanique. Puis, le cœur battant, il posa la question « Carla, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ?» Le regard qu'elle posa sur lui fut à la fois surpris et blessé. Elle nia, bien sûr. Elle parla de son travail, de ses obligations artistiques, de son besoin d'indépendance.
Ses mots étaient justes, mais son ton trahissait une nervosité inhabituelle. Sarkozy ne fut pas convaincu. La graine du doute avait germé, et plus rien ne pouvait l'arracher. Dans les jours qui suivirent, l'ancien président se sentit plus seul que jamais. Les amis politiques avaient disparu depuis longtemps. Les conseillers d'hier s'étaient éparpillés, et même dans sa famille, il percevait une distance. Carla, malgré ses dénégations, s'éloignait davantage, happé par une vie qu'il ne partageait plus. Ce sentiment d'abandon résonnait cruellement avec son parcours politique. Autrefois entouré d'une cour, d'un appareil d'État, d'une armée de soutien, il se retrouvait réduit à un homme face à une femme qui, peut-être, ne l'aimait plus. Ce fut le commencement d'une spirale infernale. La certitude d'être trompé devint une obsession qui rongeait ses journées et ses nuits. Sarkozy, le stratège, le combattant, l'homme au tempérament volcanique, se transforma en mari inquiet, en époux jaloux, en vieillard prématuré. La trahison, ou du moins son soupçon, ne se contentait pas d'anéantir sa vie privée. Elle réveillait aussi ses blessures les plus profondes. La peur du ridicule, l'angoisse d'être oublié, la crainte que l'histoire ne retienne de lui qu'un président déchu et un mari trompé. Et dans son esprit, une pensée se faisait de plus en plus présente. Peut-être que cette découverte n'était pas seulement un accident de parcours, mais bien le signe d'une fin tragique. Depuis cette première conversation avortée, où Carla avait nié toute infidélité, le silence s'était abattu comme une chape de plomb sur leur foyer. Les murs de l'hôtel particulier, jadis remplis de musique, de rires, d'allées et venues incessantes, semblaient désormais résonner du vide qui s'était installé entre eux. Nicolas Sarkozy, habitué aux débats houleux et aux batailles politiques, découvrait une forme de guerre bien plus douloureuse, celle qui ne se mène pas à coups de discours, mais dans l'absence de mots. Carla poursuivait sa vie, multipliant les engagements artistiques, les voyages à l'étranger pour des concerts privés, les enregistrements nocturnes. Lui restait enfermé dans son rôle de spectateur impuissant. Chaque absence devenait un supplice, chaque retour une interrogation muette. Les « je t'aime » s'étaient raréfiés, remplacés par des phrases banales, mécaniques, presque administratives. « Tu rentres tard ? Tu manges avec nous ce soir ?» Sarkozy, qui avait toujours cultivé une image d'homme énergique, sûr de lui, se surprenait à vérifier le téléphone de son épouse lorsqu'elle s'absentait de la pièce. Il fouillait dans ses sacs, écoutait à la dérobée ses conversations, notait des détails insignifiants qu'il transformait en preuves accablantes. Un soir, il surprit Carla en train d'envoyer un message depuis son portable, assise sur le canapé. En s'approchant, elle le verrouilla aussitôt et esquissa un sourire crispé. Ce simple geste suffit à raviver ses soupçons. Il passa la nuit à ressasser la scène, à imaginer des échanges enflammés entre elle et un homme dont il ne connaissait ni le visage ni le nom. La jalousie, ce poison lent, rongeait son esprit. Elle l'empêchait de dormir, le rendait irritable, imprévisible. Même ses proches remarquèrent ce changement. Ses rares amis lui conseillèrent de prendre du recul, de se consacrer à sa passion pour la lecture, l'écriture, les conférences. Mais comment se concentrer quand son univers intime menaçait de s'effondrer? Un après-midi d'avril, il décida de suivre Carla discrètement. Lui qui avait autrefois déployé des services de renseignement pour surveiller ses adversaires, se retrouvait à agir comme un détective maladroit, se glissant dans les rues de Paris, capuche rabattue, lunettes sombres. Il la vit entrer dans un hôtel discret du 7e arrondissement. Son cœur se serra. Était-ce un rendez-vous professionnel? Une réunion artistique? Ou le théâtre d'une trahison? Il resta 1 heure, 2 heures, planté dans sa voiture, à fixer la porte. Quand elle ressortit enfin rayonnante, un léger sourire aux lèvres, il sut que quelque chose lui échappait. Il n'osa pas la confronter ce soir-là. Mais l'image resta gravée dans sa mémoire comme une blessure béante. Quelques jours plus tard, il n'en put plus. Au détour d'un dîner où le silence était encore plus pesant que d'habitude, il craqua. « Carla, dit-il d'une voix tremblante, dis-moi la vérité. Qui est cet homme ?» Elle resta interdite, les yeux écarquillés. Pendant quelques secondes, elle sembla chercher une réponse, puis baissa la tête. Le silence dura une éternité. « Nicolas, je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi. Mais oui, il y a quelqu'un. » Ces mots claquèrent dans l'air comme un coup de tonnerre. Sarkozy sentit le sol se dérober sous ses pieds. Lui qui avait affronté des sommets de violence politique, des tempêtes médiatiques, des procès humiliants, se retrouvait terrassé par une simple confession. « Qui est-il » cria-t-il presque. Elle hésita, puis murmura «
un artiste, quelqu'un avec qui je travaille depuis longtemps. Je ne voulais pas que ça arrive, mais c'est arrivé. » Ces phrases laconiques suffirent à briser son monde. Dans les jours qui suivirent, Sarkozy s'enferma dans un mutisme glaçant. Lui qui avait bâti sa carrière sur l'éloquence, se retrouvait incapable de prononcer le moindre mot. Il évitait les appels, annulait les rendez-vous, repoussait les interviews. Dans son bureau, il tournait en rond comme un lion en cage. Les portraits de ses années de gloire, avec Merkel, Obama, Poutine, semblaient le narguer. Il n'était plus le président flamboyant, mais un mari trompé, humilié, ridiculisé. La presse commençait déjà à s'emparer de rumeurs. Quelques lignes dans les tabloïds évoquaient une crise au sein du couple Sarkozy-Bruni. Lui redoutait que la vérité n'éclate, car au-delà de la blessure intime, il y avait la peur de l'opprobre public. L'homme politique déchu pouvait encore supporter les critiques. L'homme trompé, lui, ne pouvait survivre au ridicule. Les paparazzis, toujours à l'affût, commencèrent à traquer Carla lors de ses déplacements. Des clichés flous, la montrant en compagnie d'un mystérieux ami, firent surface. Les spéculations enflèrent. Sarkozy, cloîtré chez lui, voyait défiler ces images sur les chaînes d'information. Chaque photo était une lame plantée dans son cœur. La France, qu'il avait déjà jugée pour ses affaires judiciaires, découvrait une nouvelle faiblesse de son ancien président, sa vie conjugale. Les talk-shows se nourrissaient de cette affaire. Les chroniqueurs ricanaient, les humoristes s'en donnaient à cœur joie. Pour un homme obsédé par l'image, par la perception publique, c'était une double peine. Ses enfants tentèrent de lui tendre la main, mais il se mura dans sa douleur. Il refusait de parler, fuyait les regards. Ses rares confidences se faisaient au téléphone, tard dans la nuit, avec d'anciens compagnons politiques qui ne savaient que dire. La solitude, ce spectre qu'il avait toujours fui en s'entourant de foules et de caméras, devenait désormais son quotidien. C'est dans cette atmosphère étouffante que Sarkozy sentit la première faille irréversible s'ouvrir en lui. Ce n'était plus seulement la jalousie ni la peur du scandale. C'était un effondrement intérieur. Il avait perdu son rôle d'époux, son rôle de chef de famille, et déjà depuis longtemps, celui d'homme d'État. Chaque matin, en se levant, il se demandait s'il valait encore la peine de continuer. Ses gestes devenaient de mécanique, son regard vide. La trahison de sa femme avait réveillé une blessure bien plus profonde, celle de sa propre finitude, de l'impossibilité de contrôler le destin. Et dans le silence de ces nuits blanches, une idée noire commençait à s'imposer. Peut-être que son histoire, comme sa carrière, devait se terminer dans la douleur. Il suffit parfois d'une photo, d'un article malicieusement titré, pour transformer un soupçon privé en scandale national. Dans les kiosques parisiens, les unes commencèrent à fleurir avec des clichés volés. Carla Bruni, élégante comme toujours, mais accompagnée d'un homme dont l'identité restait floue. Un musicien, disait-on, un producteur, affirmèrent d'autres. Peu importait, l'image en elle-même suffisait à déclencher l'ouragan. Carla a-t-elle tourné la page Sarkozy ? Titrait un hebdomadaire. L'ancien président humilié, écrivait un autre. La machine médiatique qu'il connaissait si bien pour l'avoir longtemps manipulé se retourna cette fois contre lui. Nicolas Sarkozy, cloîtré chez lui, voyait défiler ses thunes sur les chaînes d'information continues. Le visage de sa femme souriant à un autre homme devenait l'emblème de sa déchéance. Les rumeurs enflaient, les réseaux sociaux s'embrasaient, et bientôt, la France entière parlait de l'affaire. Pour Sarkozy, le scandale ne se limitait pas à la douleur intime. C'était aussi l'humiliation publique. Lui, qui avait bâti sa carrière sur la force, l'autorité, l'image du chef, se retrouvait réduit à la figure d'un mari trompé. Dans les dîners mondains, on chuchotait, dans les cafés, on plaisantait, dans les couloirs politiques, ses anciens rivaux ricanaient. Voilà donc la fin du grand Sarkozy. L'homme qui avait affronté la crise financière de 2008, qui avait traité d'égal à égal avec les puissants du monde, devenait la cible des moqueries pour une affaire de cœur. Cette perte de stature le rongeait plus encore que la trahison elle-même, car en lui, l'homme et le président ne faisaient qu'un. Être ridiculisé comme mari, c'était être ridiculisé comme chef, comme figure historique. Au sein de sa famille, le choc fut immense. Ses enfants, inquiets, tentèrent de le protéger des articles les plus cruels. Mais comment cacher à un homme obsédé par l'actualité ce que la presse répétait à longueur de journée ? Il y eut des disputes, des cris, des larmes. Sarkozy reprochait à Carla d'avoir détruit non seulement leur couple, mais aussi l'image de toute la famille. Elle, épuisée, se défendait en parlant de liberté, d'amour, d'épanouissement personnel.
La fracture était désormais béante, irréparable. Un soir, acculé par l'insistance des journalistes, Sarkozy accepta de donner une interview à huis clos. Il espérait désamorcer la tempête, rétablir une part de vérité. Mais les questions furent cruelles, directes. « Monsieur Sarkozy, que répondez-vous aux rumeurs d'infidélité qui secouent votre couple ?» Il tente de sourire, d'éluder. Mais sa voix trembla, son regard se brouilla. Les images firent le tour des chaînes. Pour la première fois, le pays vit non pas le tribun impétueux, mais un homme brisé, vulnérable, incapable de cacher sa souffrance. Les commentateurs analysèrent ses silences, ses hésitations. Certains parlèrent de déchéance, d'autres de tragédie intime. Mais tous s'accordèrent sur un point. Sarkozy n'était plus le même. Le bruit dépassa rapidement les frontières de françaises. Les tabloïds britanniques s'en emparèrent avec gourmandise. Les journaux italiens firent leurs gros titres, et même la presse américaine, qui s'était intéressée à l'ancien président lors de ses mandats, reprit l'affaire. From President to Betrayed Husband titrait un magazine américain. Le crépuscule de Sarkozy, écrivait un quotidien italien. À l'étranger, on ne voyait plus en lui qu'un homme trahi, déchu, abandonné par celle qui avait autrefois symbolisé son triomphe amoureux. Dans cette avalanche médiatique, Sarkozy se sentit mis à nu. Sa vie privée, jadis protégée par des murailles d'État, se retrouvait exposée comme une vulgaire télé-réalité. Les détails les plus intimes de sa relation, réels ou inventés, faisaient la une des journaux. Certains affirmaient que Carla envisageait le divorce. D'autres parlaient d'une liaison ancienne, remontant à plusieurs années. Lui savait que tout n'était pas vrai. Mais la vérité importait peu. C'était le récit médiatique qui comptait. Et ce récit était celui d'un président humilié. Ce qui le rongeait davantage encore, c'était de ne pas savoir. Qui était cet homme? Quelle place avait-il réellement dans la vie de Carla? Était-il une passade, un caprice ou une passion profonde? L'absence de réponse le rendait fou. Il interrogeait ses proches, envoyait discrètement des émissaires pour enquêter. Mais les informations restaient floues. Il avait perdu le contrôle. Et pour un homme qui avait bâti toute sa carrière sur la maîtrise, c'était insupportable. Dans la rue, les gens le regardaient différemment. Certains lui témoignaient une compassion sincère, d'autres une ironie cruelle. Les caricaturistes se régalaient. Sarkozy, petit homme courroucé, abandonné par sa muse, devenu le pantin d'un vaudeville national. La société, avide de drames privés, se nourrissait de sa souffrance. Il était devenu, malgré lui, un spectacle. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à donner une conférence dans une université, des étudiants brandirent une pancarte. « Carla préfère les artistes ». Le rire qui s'éleva dans l'amphithéâtre fut comme une claque. Sarkozy quitta la salle précipitamment, blême, incapable d'affronter ce nouvel affront. À cet instant, il comprit que sa chute n'était plus seulement intime, mais symbolique. Il n'était plus l'homme d'État respecté, ni même l'ancien président écouté. Il était l'exemple d'une fin pathétique, livrée en pâture à l'opinion publique. Chaque soir, seul dans sa chambre, il repassait les événements en boucle. Les images de Carla, les unes des journaux, les moqueries, les rires. Son esprit, autrefois rapide et acéré, s'embourbait dans une douleur sans issue. Il se voyait déjà condamné à finir ses jours ainsi, non pas comme un homme politique, mais comme un mari trahi, éternellement réduit à cette image dérisoire. La tragédie était en marche, irréversible, et dans son regard fatigué, on lisait désormais une certitude. Il n'y aurait pas de retour en arrière. La tempête médiatique avait ravagé tout ce qu'il restait de sa dignité. Nicolas Sarkozy, autrefois debout face aux foules, n'était plus qu'une silhouette fatiguée, repliée sur elle-même. Le moindre regard, la moindre rumeur pesait comme un fardeau. Dans son appartement parisien, les rideaux restèrent tirés en permanence, comme pour le protéger du monde extérieur qu'il avait déjà condamné. La nuit, il errait de pièce en pièce, incapable de trouver le sommeil. Les portraits accrochés au mur, lui, serrant la main de chef d'État, lui, triomphant devant ses électeurs, semblait se moquer de sa chute. Le silence, autrefois reposant, devenait une torture. Et dans ce silence résonnaient les mots de Carla. Oui, il y a quelqu'un. Carla Bruni, de son côté, ne cachait plus vraiment la distance. Elle continuait ses apparitions publiques, ses concerts, ses interviews, où chaque sourire devenait une provocation involontaire. Elle évitait soigneusement les questions sur leur couple, mais son absence parlait d'elle-même. Leurs rares échanges étaient glacials. Elle parlait de séparation en douceur, de préserver leur fille, de maintenir une certaine dignité. Lui voyait dans ces mots une condamnation définitive. C'était fini.
et ce fini sonnait comme une mort lente. Sarkozy avait toujours vécu pour le contrôle. Contrôler son image, ses discours, ses adversaires. Mais face à cette trahison, face à l'opinion publique, il n'avait plus aucune prise. Chaque tentative de redresser la tête se soldait par un nouvel affront. Une conférence annulée, faute de participants. Une chronique acerbe d'un éditorialiste moqueur. Des amis de longue date qui ne répondaient plus à ses appels. Il n'était plus un homme puissant, il était devenu un symbole de déchéance. Certains jours, il évoquait l'idée de partir, quitter Paris, s'exiler à l'étranger, disparaître dans une maison de campagne loin des regards, mais cette fuite lui paraissait dérisoire, car il savait qu'il ne pourrait jamais échapper au jugement des autres, et pire encore, il ne pouvait échapper au sien. Chaque matin, en se regardant dans le miroir, il voyait non plus l'homme combatif qui avait conquis l'Élysée, mais un vieillard prématuré, usé, brisé. Un soir d'automne, après une nouvelle couverture de magazine le ridiculisant, il s'enferma dans son bureau. Sur la table, un verre de whisky à moitié vide, des journaux éparpillés, et au milieu, une lettre à moitié rédigée. J'ai tout donné à la France, j'ai tout perdu dans le silence de ma maison. Je pars sans haine, mais avec la certitude que l'histoire retiendra ma chute plus que mes victoires. Les heures passèrent, lourdes, interminables, le téléphone sonna, puis se tut. Dehors, la pluie battait contre les vitres. À l'intérieur, Nicolas Sarkozy fixait le vide. L'idée, sombre, implacable, s'imposait. Quelques jours plus tard, la presse annonça la nouvelle avec stupeur. Nicolas Sarkozy retrouvé sans vie. Les détails restaient flous, mais l'essentiel était dit. L'ancien président, incapable de surmonter l'humiliation intime et publique, avait choisi de mettre fin à son calvaire. La France, sidérée, se divisa. Certains pleurèrent l'homme d'État, rappelant ses victoires passées, son énergie, son rôle dans l'histoire récente. D'autres, plus cyniques, virent dans cette fin l'ultime épisode d'un destin romanesque, à la fois grandiose et pathétique. Au-delà du scandale, au-delà de la trahison, l'histoire retiendrait sans doute la chute d'un homme qui avait cru pouvoir tout maîtriser. La politique, la gloire, l'amour, et qui fut finalement brisé par ce qu'il ne pouvait contrôler, le cœur d'une femme et le jugement impitoyable du public. Ses enfants, dans la douleur, tentèrent de réhabiliter sa mémoire. Ils parlèrent d'un père aimant, d'un homme passionné, d'un être humain fragile derrière la carapace politique. Mais le monde, lui, se souvenait avant tout d'une fin tragique. Ainsi s'achevait l'histoire de Nicolas Sarkozy. Un homme qui avait gravi les sommets du pouvoir pour être finalement précipité dans les abîmes de la trahison intime. Un destin cruel qui rappelait que même les figures les plus puissantes restent vulnérables face au drame du cœur. L'image finale, gravée dans les mémoires, n'était plus celle d'un président triomphant, mais celle d'un homme seul, trahi, écrasé par le poids de sa propre légende. La vie de Nicolas Sarkozy, telle qu'elle s'est déroulée dans ce récit, illustre une vérité universelle et douloureuse. La puissance, la gloire, les victoires politiques, toutes ces conquêtes éblouissantes ne suffisent-elles pas à protéger un homme de la fragilité de son cœur? L'histoire qui a commencé comme un conte de fées, celle d'un président en exercice épousant une chanteuse mondialement connue, s'est achevée comme une tragédie marquée par la trahison, l'humiliation publique et finalement l'abandon. Ce qui rend cette chute si poignante, ce n'est pas seulement l'infidélité révélée, ni même le scandale médiatique qui a suivi. C'est la dimension profondément humaine de l'épreuve. Sarkozy, derrière l'armure du chef d'État, derrière l'image du tribun combatif, n'était qu'un homme vulnérable, habité par les mêmes peurs, les mêmes blessures que chacun d'entre nous. Il redoutait le ridicule, il craignait l'oubli, il cherchait dans son couple la force qu'il ne trouvait plus dans la politique. Et quand ce pilier s'est effondré, c'est tout son univers qui s'est écroulé. Cette tragédie intime ne peut être séparée du rôle qu'a joué la société. Les médias, avides de drames privés, ont exposé ses blessures au grand jour. Les humoristes se sont emparés de son malheur, les réseaux sociaux l'ont transformé en spectacle. Dans cette mise à nu, c'est aussi le reflet cruel de notre époque qui apparaît. Une époque où la souffrance des figures publiques devient matière à divertissement, où l'on oublie que derrière le personnage politique se cache un être de chair et de sang. Le rire des autres fut son dernier supplice, car pour un homme qui avait construit son existence sur l'autorité et la stature, devenir un objet de moquerie revenait à perdre son identité même. La fin tragique de Nicolas Sarkozy résonne au-delà de son destin personnel. Elle pose une question universelle:
Qu'est-ce qu'il reste d'un homme quand ses rôles, président, mari, père, se fissurent, quand l'amour se retire, quand la société condamne, quand le temps efface les gloires passées? Ce récit montre que la vraie chute ne vient pas seulement des procès, des défaites politiques ou des critiques, elle vient de l'intime, là où l'on est le plus désarmé. Ce qui a brisé Sarkozy n'a pas été l'adversité politique, mais le regard détourné d'une femme aimée et le rire d'une foule qui avait jadis applaudi. Au fond, cette histoire tragique dépasse largement la figure de Nicolas Sarkozy. Elle nous parle à tous, car chacun un jour peut être confronté à une perte, une trahison, un effondrement qui remet en question son identité profonde. La gloire, l'argent, la reconnaissance publique ne sont que des paravents fragiles. Ce qui nous construit vraiment, ce sont les liens d'amour et de confiance. Quand ils se brisent, tout le reste peut s'écrouler. La leçon est douloureuse mais essentielle. La véritable force ne se mesure pas dans les victoires extérieures, mais dans la capacité à préserver, malgré tout, l'essentiel de notre humanité. Aujourd'hui encore, le nom de Nicolas Sarkozy reste inscrit dans l'histoire de la France. Certains se souviendront de lui comme du président hyperactif, d'autres comme du stratège politique, d'autres enfin comme de l'homme trahi. Mais quelle que soit la perspective, son destin reste marqué par une vérité implacable. Même les plus puissants sont vulnérables. Et peut-être est-ce précisément là que réside la part la plus humaine de son héritage. Non pas dans ses discours ni dans ses réformes, mais dans ce rappel brutal que personne n'est à l'abri de la souffrance, pas même ceux que l'on croyait intouchables. Chers lecteurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché. Peut-être vous a-t-elle rappelé vos propres blessures, vos propres pertes, vos propres doutes. Peut-être vous a-t-elle fait réfléchir à la fragilité de l'amour ou à la cruauté du regard des autres. Mon objectif, en vous racontant ce destin brisé, n'est pas seulement de parler d'un ancien président, mais d'ouvrir une fenêtre sur la condition humaine dans toute sa complexité et sa douleur. Et si vous souhaitez continuer à explorer avec moi ces récits de vie bouleversante, d'histoires marquées par l'amour, la gloire, la chute et parfois la renaissance, je vous invite à rester avec nous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires, des prochaines analyses, des prochains récits qui, comme celui-ci, cherchent à aller au-delà des apparences pour toucher au cœur même de la vérité humaine. Car derrière chaque nom, chaque célébrité, chaque figure publique, il y a un être fragile, une histoire intime, une leçon universelle. Ensemble, continuons à les découvrir. Merci de votre fidélité, merci de votre temps et surtout, merci de partager avec nous ce voyage à travers les destins qui marquent notre époque.